Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre, vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté de nous rejoindre. Amin Mahlou, vous êtes associé gérant de la société Maroc Renewables. Vous nous direz dans quelques instants bref descriptif de votre activité. Madame Soumia El Amiwali, vous êtes directrice générale adjointe en charge de la PME au sein de la Banque Populaire. Mohamed Ouari, vous êtes directeur du pôle des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à l'ADERE, l'agence de développement des énergies renouvelables et pour l'efficacité énergétique. Et enfin, monsieur Abdeltef Touzani, vous êtes enseignant à l'école Mohammedia des ingénieurs et consultant en efficacité énergétique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La transition énergétique est devenue une préoccupation mondiale et le Maroc ne déroge pas à la règle. L'ambition pour notre pays d'accroître son indépendance énergétique passe certes par le développement des énergies renouvelables, mais également par un accroissement de l'efficacité énergétique. On parle même de performance énergétique. Aujourd'hui même, à Casablanca, s'est tenu un forum organisé par le groupe Banque Populaire, mettant en évidence la nécessité pour les entreprises d'intégrer la démarche d'efficacité énergétique comme un levier de compétitivité et donc de croissance. Mais qu'est-ce que l'efficacité énergétique ou encore la performance énergétique? De quelle manière financer les investissements nécessaires? Comment consommer moins et surtout mieux? Quels sont les principaux obstacles et les solutions à y apporter? La question se pose plus que jamais à la veille de la COP22. Efficacité énergétique, sommes-nous efficaces? C'est le titre de l'émission de ce soir. Une démarche de transition énergétique, c'est ce qu'a défendu aujourd'hui le Forum de la Banque Populaire. Des experts marocains et étrangers ont souligné l'intérêt d'investir dans les énergies renouvelables. Objectif, réduire les facteurs énergétiques et leur impact sur l'environnement. Selon le ministre délégué chargé des petites entreprises et de l'intégration du secteur informel, la culture de compétitivité en matière d'énergie renouvelable est un défi de taille. Donc notre département, celui de l'industrie, a un rôle essentiel à jouer dans le cadre de l'efficacité énergétique. Ce qui est important, c'est que, comme vous le savez, nous avons mis en place une vision, un cap qui est très clair, c'est le plan d'accélération industrielle. Et avec ce cap, il est important que l'efficacité énergétique soit anticipée et non pas subie. Une efficacité énergétique anticipée et non pas subie. Pour atteindre cet objectif, les spécialistes préconisent une meilleure gestion des consommations énergétiques. Un enjeu majeur pour les entreprises nationales. C'est aussi l'avis de la Confédération générale des entreprises du Maroc. De son côté, la CGEM appelle les institutions financières à encourager les projets permettant de réaliser des économies d'énergie. L'économie verte est donc une priorité. Nous avons donc depuis une décennie orienté nos stratégies à travers la durabilité et nous avons une commission qui s'occupe de l'énergie, de l'économie verte et d'environnement. Donc cette commission a mis en place un outil qui est mis à la disposition des entreprises et qui s'appelle le Centre marocain de production propre. Elle accompagne également l'entreprise dans l'évaluation de son coût énergétique pour consommer mieux et produire mieux, bien évidemment. En juin 2015, 4 bailleurs de fonds européens ont mis en place le mécanisme de financement Morcef. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque allemande de développement, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement ont mobilisé 80 millions d'euros. Une enveloppe destinée aux entreprises privées du Royaume. Selon la stratégie énergétique nationale adoptée en 2009, l'efficacité énergétique devrait réaliser 12% d'économie d'énergie à l'horizon 2020 et 15% à l'horizon 2030. Au Maroc, l'industrie consomme 30% de l'énergie nationale. Les impacts de la pollution industrielle sont nombreux, diminution du pouvoir auto-épurateur, nuisances pour la faune, risque de contamination des produits agricoles, sans oublier l'impact sur le coût de la production d'eau potable. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de comprendre ce soir ce qu'est l'efficacité énergétique et
Quelle est la dynamique qui a été insufflée dans notre pays aujourd'hui sur ce sujet-là, à l'aube de la COP22? Mais ce n'est pas nouveau, hein. On parlera bien sûr de la loi 4709 relative à l'efficacité énergétique. Mais c'est vrai que ça peut être un concept facile à appréhender, mais finalement, l'efficacité énergétique, est-ce qu'on peut en donner une définition? Je donne la parole à Sid Souzani sur cette efficacité énergétique, parce qu'on entend parler aussi de performance énergétique. On verra la différence entre les deux. Oui, alors l'efficacité énergétique, généralement, on la mesure par l'énergie utile sur l'énergie consommée. Ça, on peut parler aussi de rendement énergétique, c'est-à-dire qu'il faut consommer moins pour le même service rendu. Ça, c'est l'efficacité énergétique. Alors, ça peut concerner les équipements directement. Par exemple, j'achète un équipement qui est efficace du point de vue énergétique, mais il y a quand même la notion de la performance énergétique qui, elle, dépend de l'opérateur. Hein, et on a donné l'exemple, par exemple, d'un réfrigérateur. Vous pouvez acheter un réfrigérateur très efficace, mais si vous allez ouvrir les portes à chaque 5 minutes, finalement, ce n'est plus performant. Donc la performance énergétique, ça englobe un ensemble d'efficacité énergétique. Dans l'industrie, par exemple, je peux avoir plusieurs équipements efficaces du point de vue énergétique, mais la performance peut être mauvaise, finalement, hein, à cause du comportement. Donc la performance, c'est l'efficacité plus le comportement des humains, et ça peut aussi être l'automatisme, ça peut être la maintenance, l'entretien et ainsi de suite. Alors, Amine Lahlou, dans le cadre de votre activité, vous êtes en plein dedans, essayez de conseiller, de mettre en place des solutions qui permettent d'économiser de l'énergie ou d'atteindre une certaine performance énergétique? Tout à fait, en fait, dans le cadre de notre activité qui est le conseil aux entreprises et la mise en œuvre de solutions de production d'énergie propre à travers le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité. Enfin, on a un certain pléthore d'énergies nouvelles à notre disposition au Maroc, gratuites le plus souvent, et nous accompagnons les entreprises pour définir avec elles leur meilleur mix énergétique. C'est un concept assez nouveau parce qu'auparavant, les sociétés avaient l'habitude d'acquérir leur électricité auprès de l'opérateur local ou national, et aujourd'hui, elles sont en mesure, pour toute ou partie de leur consommation électrique, de s'approvisionner auprès d'autres opérateurs comme nous, ou d'autoconsommer, c'est-à-dire de devenir producteurs de leur propre électricité, qui plus est en utilisant des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui compétitives et efficaces, efficientes pour leur usage. Alors, Seouari, en termes on a une stratégie nationale d'efficacité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et vers quoi on va, quels sont les objectifs et quels sont finalement les moyens à mettre en œuvre pour qu'on puisse arriver à un certain niveau d'efficacité énergétique? Alors effectivement, notre démarche s'inscrit dans une volonté nationale de placer le Maroc dans un contexte de développement durable et de prioriser les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique comme stratégie à long terme d'approvisionnement énergétique. Alors effectivement, nous avons mené des états généraux qui nous ont montré un petit peu le chemin, une feuille de route sur l'ensemble des actions et des mesures qui devraient être réalisées pour atteindre ces objectifs. Alors tous les secteurs sont impliqués dans cette stratégie, que ce soit le transport qui est le plus grand consommateur d'énergie, puisqu'on consomme près de 40% de la consommation énergétique nationale, puis le bâtiment, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire avec près de 33%, puis l'industrie et l'éclairage public et l'agriculture. Donc nous avons mis en place effectivement un certain nombre de mesures. Il y avait une loi qui a déjà été sortie il y a près de 5 ans, plus de 5 ans. Et actuellement, il y a un travail qui se prépare pour sortir des décrets d'application de cette loi, pour mettre en place effectivement et atteindre des objectifs d'économie d'énergie que le Maroc pourrait atteindre. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit bien sûr de consommer, de rester sur la même consommation, mais enfin sur le même service, mais en consommant moins, on va dire, en consommant moins et avec peut-être quelquefois avec un service meilleur quelquefois, puisque les appareils actuellement sont beaucoup plus performants, que ce soit au niveau énergétique, mais que ce soit au niveau de la robustesse de ces équipements. Et c'est ce qui fait effectivement que cette thématique devient d'actualité et pressante, puisque nous importons presque toute notre consommation énergétique de l'extérieur, et ça nous oblige effectivement à travailler en commun pour aller de l'avant et réaliser ces objectifs-là.
Alors, Madame Soumia Alami Wali, aujourd'hui a eu lieu un forum que vous avez organisé au sein de la Banque Populaire. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi une banque se met à parler aujourd'hui d'efficacité énergétique, comme levier de compétitivité au sein des entreprises. On verra plus en détail. C'est vrai que c'est intéressant de voir, même d'un point de vue mentalité, d'un point de vue de culture, où vous êtes un prestataire finalement qui approchait des entreprises. Je vous poserai la question tout à l'heure, c'est comment on accueille finalement en termes de perception une démarche d'efficacité énergétique. Par rapport à ce forum qui a été organisé aujourd'hui, on a entendu le ministre Bouhdoud, Madame Ben Salah de la CGEM. On voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience assez forte à ce niveau-là. Tout à fait. En fait, à la Banque Populaire, la prise de conscience et l'accompagnement s'est accéléré avec le plan d'accélération industrielle, effectivement, parce que les entreprises et les écosystèmes industriels que nous accompagnons aujourd'hui avaient comme principale contrainte l'optimisation de leur compétitivité. Et ce sujet, en fait, il y a un levier important en fait pour améliorer la compétitivité, qui est la facture énergétique, la réduction, l'optimisation de la facture énergétique. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que la Banque Populaire a accéléré son action en faveur de ces entreprises, mais on s'est aperçu au fil de l'eau qu'il y avait aussi d'autres secteurs qui étaient concernés. Il n'y a pas que les industries, pour commencer. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique, ça peut toucher des bâtiments commerciaux, ça touche le transport, ça touche l'agriculture, l'agro-industrie, la sidérurgie. Donc c'est véritablement un sujet qui touche à toute l'économie, et c'est comme ça qu'en fait la Banque Populaire a bâti une offre avec un dispositif qui repose avant tout sur de l'accompagnement. Cet accompagnement, c'est d'abord informer et sensibiliser les entreprises avant de leur dire qu'on peut aussi financer. Alors on arrivera au financement, justement, on parle de Morcef et de ces lignes de financement qui ont été mises en place depuis l'année dernière. J'aimerais qu'on fasse aussi le distinguo. On va parler beaucoup des entreprises, nécessairement, mais on parlera aussi d'un point de vue particulier, parce que l'efficacité énergétique concerne tout le monde. Le propos que je tenais tout à l'heure, la mentalité. Est-ce que c'est important? Vous avez en face de vous, j'imagine que vous démarchez des entreprises. Comment c'est accueilli? Alors, en fonction des tailles d'entreprise, j'imagine, il doit y avoir une perception différente, mais est-ce que l'entrepreneur marocain prend conscience que économiser l'énergie, c'est quelque chose qui devra être inéluctable et que ça peut être une source d'économie assez substantielle? Je pense que le terme économie parle à l'entrepreneur, parce qu'il est associé au terme de compétitivité. C'est cet argument-là qu'on utilise? On ne parle pas d'écologie, on parle d'économie. Soyons clairs sur un point. Je pense que le critère écologique ou de développement durable, dans un premier temps, n'est pas le moteur ou n'est pas moteur dans la prise de décision d'un entrepreneur quel qu'il soit. Il peut en effet avoir un périmètre d'action international qui fait que l'argument développement durable est un argument auquel ses fournisseurs ou ses clients sont réceptifs, mais le plus souvent, c'est le critère compétitivité et économie qui lui font écho. Et la principale problématique à laquelle il faut répondre, et à laquelle, de façon positive, je pense aujourd'hui, à laquelle on peut répondre positivement, c'est de lui dire faire des économies ne passe pas forcément par un coût de mise en œuvre important, que ce soit dans l'efficacité énergétique ou dans la production d'électricité propre. Ce n'est pas incompatible. Développement durable n'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui doit être compris de façon positive par tous les entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous remarquons, nous en tant que développeurs de solutions, mais également, je pense, autour de la table, chacun à son niveau, se rend compte que l'entrepreneur en a de plus en plus conscience. Ce n'est pas simplement un effet de mode, ce n'est pas simplement parce que nous sommes en année COP22. Il y a eu également le discours de Sa Majesté de 2008 qui a été, je pense, la plus forte impulsion dans le royaume pour la mise en œuvre d'un cadre légal aussi, qui permettait à tout un chacun de produire, de consommer et d'être plus conscient du rôle de l'efficacité énergétique. Quand on parle d'efficacité énergétique, on associe quand même deux mots importants, efficacité et énergie. Ce sont deux termes clés qui parlent à tout entrepreneur et comme vous l'avez dit, on peut élargir le débat aux administrations, aux institutions et aux particuliers. Sitou Zeni. Oui, moi je dirais, je me rejoins à mon collègue, et puis je dirais que finalement les industriels sont conscients actuellement. Les top management d'une manière générale, on assiste à une évolution depuis 20 ans
Ça a changé, les mentalités, ils ont changé. Et puis, on essaie d'inculquer finalement aux industriels, aux responsables, en disant qu'un industriel, ses charges vont augmenter avec la production. Alors, il ne peut pas maîtriser tout ce qui est salaire, parce que les salaires vont en augmentant. La dernière fois, on a augmenté maintenant le SMIC, la semaine dernière. Et puis, la matière première va en augmentant. La seule façon de réduire les charges, c'est l'énergie, c'est-à-dire réduire la consommation énergétique. Et on dit l'efficacité énergétique, c'est une énergie, finalement. Et l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, finalement, au niveau des industriels, ils sont très conscients. Et ça va de leur compétitivité de toute façon. On est dans un système quand même mondial assez ouvert, on n'est pas fermé, on n'est pas protégé. Donc automatiquement, l'industriel, s'il ne fait pas ça, il va disparaître. Et ils le savent. Siouari, au niveau de l'ADR, il y a quand même quelque chose qui est essentiel avant qu'on puisse insuffler au sein d'une entreprise une démarche d'optimisation de l'utilisation de l'énergie. Il faut un état des lieux, il faut un diagnostic, il faut des audits énergétiques. Aujourd'hui, ça fait partie des points qui sont dans la loi 4709. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que des audits sont faits? Est-ce qu'on a une remontée d'informations? Est-ce qu'on a un tableau de bord aujourd'hui sur finalement ce que consomme l'industrie ou l'entreprise marocaine? Absolument. Avant effectivement d'attaquer le secteur, il faut déjà avoir les chiffres, qu'est-ce qu'on va avoir comme économie d'énergie, où cibler, etc. Et à travers ces états généraux, on a eu une idée effectivement sur la consommation de chaque secteur. Par exemple, on sait actuellement que le secteur cimentier, de l'agroalimentaire et de la chimie-parachimie sont les plus gros consommateurs. Ils représentent à 60% de la consommation énergétique de tout le secteur de l'industrie. Donc il y a un grand travail à faire dessus. Et j'ajouterai, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il faut absolument qu'il y ait un travail de sensibilisation, de formation. Les gens, les industries, ils deviennent conscients que l'efficacité énergétique est dans leur intérêt, puisque ça représente en gros, ça peut aller jusqu'à 15% du prix de revient d'un produit. Et donc ça devient extrêmement intéressant et urgent de travailler pour améliorer la compétitivité de l'entreprise et diminuer sa facture énergétique. Alors le décret, effectivement, on a travaillé pour préparer les bases pour faire sortir un décret auprès du ministère, bien sûr, et des autres ministères qui sont concernés. L'idée, c'est d'obliger les industriels, comme c'est prévu par la loi, à faire des audits énergétiques, pour qu'ils soient conscients de l'importance de l'économie d'énergie qu'ils pourraient engendrer lors de la mise en œuvre de ces recommandations. C'est-à-dire que dans la loi, on devrait obliger les industriels à faire des audits énergétiques et ensuite avoir, j'imagine, des seuils de consommation ou essayer de réguler. On est prêt à ça aujourd'hui? On va commencer par des seuils un peu élevés. C'est pour les gros consommateurs d'énergie. Et puis on va descendre, ce sera un seuil dynamique. On va descendre petit à petit chaque 5 ans. Et l'idée, c'est d'attaquer le secteur, de préparer le marché, puisque l'audit, il faut un bureau d'études pour faire l'audit. Et donc, dans le décret, en principe, il devrait y avoir des exigences en matière d'agrément de bureau d'études. Et il va y avoir aussi un cahier de charges typique d'un audit énergétique, puisque pas tous les bureaux d'études font le bon diagnostic énergétique de tous l'audit comme il devrait être fait. Donc il faudrait un petit peu accompagner le secteur et encadrer, on va dire, le secteur pour qu'il n'y ait pas tout le monde fait ce qu'il veut, on peut appeler ce qu'on veut comme rapport d'audit énergétique. Donc il faut qu'on démarre sur de bonnes bases et qu'on ait effectivement un audit énergétique complet, des recommandations, et on accompagne l'industriel à mettre en œuvre ces recommandations. Je vous rappelle que la majorité d'ailleurs on a été surpris que dans les audits énergétiques, beaucoup de mesures ne coûtent rien. C'est-à-dire qu'en fait, l'industriel n'investit rien du tout. C'est seulement du réglage, un abonnement, enfin, la puissance, etc. souscrite. Donc, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre. Et malgré ça, c'est vrai que maintenant, les gens sont un petit peu beaucoup plus conscients, mais il y a eu des réticences au début. Mais je crois qu'avec la dynamique nationale actuelle, on aura beaucoup plus de monde qui devrait être intégré, avec bien sûr la participation des banques qui offrent un financement incitatif, qui va au-delà des mesures simples
mais des mesures beaucoup plus compliquées de changement de process, etc., qui demandent beaucoup d'argent. Et là interviennent les banques pour pallier à ça. Alors justement, je donnerai la parole à la banque puisqu'on va commencer à parler d'argent. Un audit énergétique, commençons par la base, ça coûte cher, un audit énergétique, pour une entreprise donnée? Un audit énergétique en moyenne, on va dire toute industrie confondue, je ne parle pas du tertiaire, ça doit coûter à peu près 100 000 dirhams. Alors, moi, j'ajouterai une chose. À l'échelle d'une industrie, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle Oui, d'une parce que PME ou d'une petite entreprise, oui, un tissu industriel, quand même, il y a beaucoup de PME. Oui. Il y a très peu de grandes entreprises. Et moi, je dirais, pour améliorer l'efficacité énergétique ou encourager l'efficacité énergétique, il y a 3 actions. Il y a tout ce qui est action contraignante, ça c'est la loi, c'est le décret. Et pourquoi finalement dire, tiens, il y a un seuil finalement, à partir de lequel on va obliger les entreprises à réduire leur consommation? C'est une équité sociale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de surconsommer de l'énergie. S'ils le font, c'est au détriment des gens qui n'ont pas accès à cette ressource qui est finalement assez rare, qui devient de plus en plus rare. Et puis, il y a les mesures incitatives. Les mesures incitatives, c'est tout simplement parce que le tissu marocain, c'est surtout les petites, les moyennes entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens au départ, donc il faut les encourager. Et il y a aussi l'information. L'information, il faut informer ces gens. Si on investit dans l'information aussi et dans la formation, on va encourager ces gens-là à aller de l'avant et implémenter des mesures d'efficacité énergétique. Et ça, c'est quand même assez important. C'est pas seulement les mesures correctives, c'est l'incitative, mais aussi de l'informative. Qui deviennent nécessaires finalement pour accompagner ces entreprises. Ça fait partie des rôles de la banque. On parlait de l'incitation. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'investissement. On parlera aussi de fiscalité lorsqu'on parle de loi. Est-ce qu'on a pensé à accompagner, comme ce qu'on peut avoir à l'étranger, avec des crédits d'impôt lorsqu'on fait des audits énergétiques? On n'est pas encore là, mais au niveau de la banque, ça c'est un des points particuliers. Vous êtes en charge de la PME. On en arrive finalement aux freins et aux obstacles. On imagine un chef d'entreprise qui va décider, mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'aller dans une démarche comme ça, quand bien même il le déciderait? Bien, aujourd'hui, s'il le décide, et l'idée pour nous, c'est de l'encourager à prendre cette décision par l'information. Souvent, on s'aperçoit que les gens ne prennent pas la décision, même s'ils ont conscience, parce quelque part, ils ne s'identifient pas eux-mêmes, ils n'identifient pas leur entreprise à la problématique. Et donc, en fait, pour les encourager, donc on fait de l'information, de la sensibilisation. Et ce qui peut se passer juste derrière par rapport à ces audits énergétiques, c'est que on peut leur apporter à la fois le financement et les subventions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend, il y a un programme d'assistance technique de Maroc PME, qui est notre partenaire aussi sur ces sujets-là, qui permet de financer jusqu'à 80% de ces audits énergétiques, quand ils sont pris effectivement dans le cadre d'un plan de progrès, 70% s'ils sont pris à part, et puis le reste peut être effectivement financé à crédit. Quand on dit qu'en moyenne c'est 100 000 dirhams, ça devient quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune contrainte et on peut envisager de franchir le pas. Après, il y a effectivement la phase de mise en œuvre, parce que les recommandations qui émanent de cet audit énergétique, eh bien, il va falloir les mettre en œuvre. Donc, c'est soit l'acquisition d'un matériel, et à ce moment-là, nous avons également un dispositif pour pouvoir accompagner les PME. Nous avons aujourd'hui une ligne avec le Morcef. Donc, c'est une ligne qui est promue par 3 bailleurs de fonds internationaux, que sont la BERD, l'AFD et la KfW, qui permet donc à cette PME... 800 millions de dirhams. Absolument. Qui permet à cette entreprise, qui peut être une PME ou une entreprise de taille un peu plus grande, de bénéficier donc à la fois de l'assistance technique pour pouvoir effectivement prioriser ses choix, mais également ensuite, en plus du financement, de profiter d'une subvention qui peut aller jusqu'à 15% du matériel à acquérir. Donc c'est un sujet aussi, donc ça facilite le franchissement, je dirais, de la problématique, et puis l'investissement, la prise de décision sur cet investissement. Il existe d'autres façons de faire, comme Imtiaz Croissance qui est couplé à un crédit. Donc c'est encore une fois, c'est Maroc PME qui propose donc une subvention qui peut atteindre 10 millions de dirhams avec un crédit Banque Populaire. Et donc ça, c'est aussi le moyen de financer plus facilement ce type d'investissement. Nous avons d'autres moyens quand on parle des énergies
renouvelables, qui sont des investissements sur des durées et des termes un peu plus longs, mais qui engagent effectivement dans quelque chose de durable. Et ce n'est pas antagoniste, pour reprendre les propos de Silhlou. Il y a là aussi un partenariat avec la Société d'investissement énergétique qui, lui, permet à ces entreprises qui sont en besoin de fonds propres plus importants pour pouvoir donner vie à ces projets, donc de rentrer dans des sociétés qui se créent, qui sont des ESCO, donc des sociétés de services énergétiques, avec dans le tour de table l'ASIE et ses prestataires, qui permettent aux opérateurs industriels de pouvoir accéder donc à des projets photovoltaïques qui sont des projets plus consommateurs de fonds propres. Et nous-mêmes, nous intervenons en tant que banque, soit pour compléter les fonds propres sur de tels projets, donc par de l'equity, soit nous intervenons également par de la dette bancaire, ou par les deux. Alors, quand on entend ça, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir pousser les entreprises à aller dans ces démarches-là. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors, quels sont les autres freins? À part l'argent, qui est le nerf de la guerre, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Parce que pour vaincre finalement toutes les appréhensions qu'on peut avoir, convaincre les chefs d'entreprise d'aller dans ces démarches-là, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut bousculer l'entrepreneur dans ses habitudes, le bousculer positivement. C'est lui dire... Il faut lui parler d'argent. Tout à l'heure, vous disiez, on va parler d'économie. Concrètement, vous me dites un audit énergétique, mais l'audit énergétique ne suffit pas. Mais quel langage il faut tenir aux chefs d'entreprise, encore une fois en ayant une différenciation entre les grandes entreprises et les petites, pour lui dire, c'est quoi? Il faut un retour sur investissement? Il faut lui dire dans combien de temps ça va être rentable? Est-ce qu'on a encore dans la culture d'entreprise, je parle bien de la PME, cette vision à moyen et long terme? Est-ce que la PME a les moyens d'avoir cette vision à moyen et long terme? C'est bien pour ça que je parle de bousculer l'entrepreneur dans ses habitudes. Les habitudes en termes de consommation d'énergie ou de changement sont souvent trop court-termistes. On se rend compte que lorsqu'on commande un audit énergétique, par exemple, ça veut bien dire qu'on s'inscrit dans une vision long terme de son entreprise. J'appelle ça une vision positive parce que le but, c'est d'être plus compétitif à moyen et long terme. Cela suppose évidemment une phase d'adaptation, d'investissement qui est prise en charge aujourd'hui par les acteurs financiers qui sont très présents au Maroc. Lorsqu'on parle des banques marocaines ou de la BERD, de l'AFD, KfW, cela veut bien dire qu'on a un certain nombre d'acteurs nationaux et internationaux qui sont profondément impliqués dans cette démarche. Mais au niveau de l'entrepreneur, il faut se mettre aussi à sa place. Je parle de la PMI marocaine qui doit faire face à d'autres problématiques comme le fonds de roulement, les problématiques générales de recouvrement, enfin un certain nombre de sujets plus criants, souvent plus criants pour ces personnes que le sujet dit d'efficacité énergétique qui est un sujet dit de moyen terme. Vous voyez, donc il faut que cet entrepreneur puisse dégager du temps, simplement dégager du temps. Certes, c'est une économie, mais on est bien souvent concentré sur les problématiques du quotidien. Donc oui, tout a été mis en œuvre d'un point de vue global entre acteurs pour faciliter la démarche de l'entrepreneur, mais il faut que lui aussi ait cette volonté positive, c'est pour ça que je parle de le bousculer, pour qu'il s'inscrive dans cette démarche. Je rajouterais que l'efficacité énergétique, ce n'est qu'une porte d'entrée pour instaurer le changement dans l'entreprise. Je pense que si le secteur bancaire accompagne aussi l'entreprise, c'est parce qu'elle veut qu'elle soit plus performante, plus dynamique. Et le secteur bancaire a parfaitement conscience que ouvrir la brèche à travers le sujet de l'efficacité énergétique, plus généralement c'est le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, ce sont des sujets beaucoup plus larges en vue d'une meilleure compétitivité, ce que recherche la banque également quand même pour ses clients. Donc oui, nous avons tout, mais nous devons aussi avoir l'attention de nos clients que sont les entrepreneurs marocains. Alors, est-ce que nous avons vraiment tout? Je vais vous poser la question de but en blanc. C'est vrai que vous l'avez dit vous-même, les PME, on en parle très souvent sur le plateau, d'autres préoccupations. Lorsqu'elles parlent de financement, c'est l'accès au financement tout simplement pour accroître leur activité, financer leur croissance ou tout simplement être créées. Est-ce que dans la démarche qui a été insufflée dans notre royaume avec les objectifs qu'on se fixe, qui sont quand même assez ambitieux, il ne faut pas être plus interventionnistes, on a l'exemple de l'Allemagne où il y a énormément de subventions, même dans d'autres pays. Est-ce qu'on va vers ce genre de programme, vers ce genre de stratégie, des outils
que ce soit fiscaux, que ce soit en termes de subventions pour accompagner? Parce que est-ce que ça suffit, là, ce qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entendu? Non, ça ne suffit pas. Il faut absolument. Je crois qu'il faut travailler sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est déjà informer l'industriel. Lui montrer que ça marche, que ça existe, qu'il y a des technologies qui existent. Enfin, un industriel, il voit sa facture d'électricité à la fin du mois. Il y a des grandes industries où ça se chiffre en millions de dirhams chaque mois. Là, je pense qu'à un moment donné, si on lui dit vous allez économiser même 300 000 ou 400 000 dirhams sur votre facture d'électricité, c'est parlant. Est-ce qu'il y a besoin de le sensibiliser encore une fois sur l'argent? C'est ça, en fait, on va dire, pas la problématique. Mais ce qu'on a remarqué, c'est effectivement, même si ça paraît logique et normal, on n'a pas toujours des industriels qui s'engagent dans tout cela. Même avec l'audit énergétique, où on montre effectivement à l'industriel qu'il va économiser 1 million de dirhams, 500 000, 800 000, 2 millions par an, c'est pas toujours évident qu'il va entreprendre ces mesures-là. Donc je crois qu'il faudrait travailler là-dessus par des actions de formation, de sensibilisation. C'est ce que d'ailleurs l'ADERE a fait ce dernier mois avec un roadshow qu'on a mené dans des villes de Rabat, de Casablanca, d'Agadir. Ça nous permettra de parler de la formation. Je vous interromps, on fait une petite pause. On parlera notamment de la formation, de l'assistance technique. Est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour accompagner justement cette transition énergétique? On revient juste après. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes à l'antenne, mais c'est pas. Vous avez donné des exemples, vous inquiétez pas. On reprend. On parle d'efficacité énergétique aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on parlait, on a bien compris le rôle de la banque, la mentalité des entrepreneurs qu'il faut bousculer, même si on comprend qu'ils peuvent avoir d'autres problématiques à gérer. La loi, on reviendra sur la loi, sur bien sûr le côté réglementaire et de quelle manière on peut mettre en place des seuils, mettre en place des réglementations à faire respecter. Mais tout cela, lorsque vous me parlez d'audit énergétique, lorsque vous me parlez d'installation, de mécanismes, de processus, il faut des gens. Il faut des gens qui soient formés, il faut des compétences. Est-ce qu'on les a, Touzani? Absolument. Donc finalement, moi je dis toujours que c'est la formation qui doit commencer en premier. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre la technologie et la formation. Alors si on regarde finalement au niveau d'une entreprise ou d'une industrie, il n'y a pas que le top management. Je reviens sur l'expérience des audits énergétiques. On a eu toujours affaire à des directeurs techniques, c'est-à-dire pas à un haut niveau. Oui. Donc finalement, le rapport qu'on donne et les bureaux d'études, quand ils donnent un rapport, c'est un rapport trop technique. Vous savez, des fois, si vous faites un bilan et vous allez dire, par exemple, au top management, vous êtes en train de perdre tant de mégawattheures, ça lui dit rien. Mais si vous lui dites la cheminée, vous allez perdre 1000 dirhams par seconde. Là, il va réagir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le même langage ou tout ce qui est cadre technique et au top management. Le top management, il faut lui parler d'un autre langage, pas avec un rapport de 100 pages, non. Ce qu'on appelle l'executive summary, avec 2 pages. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le gain, c'est le temps de retour sur investissement. Et maintenant, l'efficacité énergétique dans l'entreprise, c'est pas par des ordres, c'est même si on va sensibiliser le top management, ça va pas réussir. C'est l'efficacité énergétique, c'est tout le monde qui doit être impliqué, des ouvriers, cadres, techniciens, et ainsi de suite. Donc, il y a une formation à faire. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y a un effet psychologique qui est très important aussi. C'est que j'étais à Agadir, dans une entreprise, et puis on avait remarqué que au niveau de l'entreprise, ils arrosaient énormément les jardins, parce qu'il y avait des jardins, c'était bien, parce qu'il y avait de la verdure, et il y avait des robinets partout, mais ils arrosaient à 1h de l'après-midi. Donc on leur a dit, tiens, il faut arroser le soir, parce qu'il y a de l'évaporation, et ainsi de suite. On est revenu un mois après, et on a trouvé que le top management, finalement, il a installé, imaginez-vous, un compteur dans chaque robinet. On lui a posé la question, est-ce que vous avez fait des économies d'énergie? Il a dit oui, 50%. Mais on lui a dit, vous avez gaspillé, il ne fallait pas mettre des compteurs partout. Il a dit, j'ai économisé 50%. Parce que l'ouvrier, il ne relevait même pas les compteurs. Parce qu'il dit, l'ouvrier, quand il dit, le patron, il a installé un compteur, donc il me surveille. Et regardez l'effet psychologique, finalement. Donc il y a quand même un minimum, finalement, de contrôle, de suivi. Et quand on se sent suivi, c'est comme l'histoire des radars, finalement. Donc c'est persuasif, donc ça va pousser finalement les gens à aller de l'avant. Le côté psychologique, il est très important.
Il y a une spécificité marocaine pour aller vers l'efficacité énergétique, parce qu'on a des benchmarks, on a des modèles à l'international qui fonctionnent. Est-ce que ça c'est duplicable, parce on a un climat qui est différent, j'imagine qu'on peut utiliser la récupération d'énergie, de chaleur, ce qui n'est peut-être pas le cas dans des pays du Nord. Est-ce qu'on a pris ça en considération? Et je reviens encore une fois à la question de la formation. Là, vous me parlez des gens à l'intérieur de l'entreprise, mais en termes d'accompagnement, lorsqu'on parle d'accompagnement et d'assistance technique, est-ce qu'on a suffisamment de gens qui sont suffisamment bien formés aujourd'hui? Est-ce qu'on a des gens en formation pour permettre d'accompagner finalement même les entreprises qui veulent aller là-dessus? Absolument, c'est une question fondamentale. Moi, j'estime que la formation et la sensibilisation du top management, comme ça a été dit, effectivement, c'est une question cruciale. Parce que si le top management s'implique dans ce processus, tout le monde va suivre. Et donc, il faut sensibiliser le décideur et former les gens sur ça, les ouvriers, les directeurs techniques, les ingénieurs. Et effectivement, c'est tout un chantier qu'il faudrait relever. L'efficacité dans l'industrie au Maroc, je crois qu'il y a un gros travail à faire, pas au niveau bien sûr des deux grandes villes, Rabat, Casablanca et Tanger, mais des autres villes. Donc il y a un travail local, régional, de formation. Actuellement, on s'oriente vers la 50001, l'ISO 50001, qui, on va dire, pour une entreprise, si elle met en place, on met en œuvre l'ISO 50001, elle répond à toutes les exigences d'une amélioration continue de l'efficacité énergétique dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un souci quotidien d'efficacité énergétique, que ce soit dans les process ou bien dans le bâtiment, ou bien, enfin, tout le monde s'implique. Et je crois que il faudrait travailler là-dessus, sensibiliser davantage, faire de la formation davantage, des études de cas, de démonstration aussi, ça c'est extrêmement important, des projets pilotes, que ce soit avec les énergies renouvelables qu'on voit dernièrement. Moi j'estime qu'il y a beaucoup d'industriels marocains qui sont suffisamment conscients de ça, mais il y a un gros travail à faire pour les autres. Il y a près de 7500, 8000 entreprises au Maroc, dont à peu près 150 sont les plus gros consommateurs d'énergie, donc il y a un grand travail à faire, un travail de proximité, d'approche et de formation de sensibilisation. En fait, c'est la philosophie de l'efficacité énergétique, c'est l'histoire de l'efficacité énergétique. Elle est diffuse et elle implique tout le monde. Donc tout le monde doit s'y mettre, que ce soit vous, moi, à la maison, ou bien l'industriel chez lui, ou bien dans l'administration, dans les hôpitaux. On n'a pas parlé, hein, mais les hôpitaux, les hôtels, parce que le décret, il ne vise pas seulement les industriels, mais aussi le tertiaire. C'est-à-dire le secteur tertiaire, les grands consommateurs d'énergie, les hôteliers, les hôpitaux, enfin les grands commerces, etc. Donc aussi, il y a un fort potentiel d'économie d'énergie à réaliser et ça doit être prêt. Il faut aussi faire un travail sur les bureaux d'études aussi qui vont accompagner ces gens-là. Voilà, est-ce qu'ils sont déjà prêts? Il y en a suffisamment. Les différents secteurs vont jouer le jeu. Je pense notamment à la promotion immobilière, parce que ça c'est vraiment aussi une vraie question. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de leur imposer une anticipation suffisante en termes d'économie d'énergie? Alors quand on construit un bâtiment, lorsqu'on va encore une fois, je prends comme benchmark l'étranger, on a tout des normes de construction en termes d'isolation qui permettent de récupérer la chaleur, d'éviter de chauffer. On n'a pas le même problème encore une fois qu'on on ne chauffe pas autant, mais on peut avoir des problèmes aussi de climatisation, notamment dans l'hôtellerie ou dans de grands complexes, que ce soit commerciaux ou hôteliers. Ça c'est aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on a des cahiers des charges précis que les promoteurs devraient respecter? On peut penser au logement social qui construit énormément de logements, mais aussi dans le moyen standing, dans le haut standing. C'est tout, Zeni. Oui, moi je crois qu'il faut revenir à l'histoire, l'Europe, comment il a évolué. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un déficit de logement. Donc il fallait combler ce déficit. Donc l'Europe a commencé à construire pour combler ce déficit. Donc ils construisaient n'importe comment. Après, dans les années 40, 50, disons 50, 60, ils se sont aperçus que finalement il y a trop de consommation d'énergie. Alors ils ont commencé à faire de l'isolation thermique. Donc ils se sont intéressés juste à l'enveloppe du bâtiment. Et on a construit des thermos. Après, ils se sont aperçus dans les années 90, tiens, il y a un problème de ventilation. Il faut ventiler, etc., parce qu'on a construit des thermos. Et là, j'ai peur finalement qu'on va arriver là, parce que la réglementation thermique qui vient de sortir, il ne s'intéresse qu'à l'enveloppe du bâtiment. Il n'y a pas finalement un projet pour tout ce qui est climatisation, ventilation. Et là, je crois qu'il faut revenir à l'expérience des autres. On apprend par les erreurs des autres.
et il faut peut-être ne pas refaire cette expérience. Malheureusement, le code ne s'intéresse qu'à l'enveloppe co-passif, qu'à l'enveloppe du bâtiment, il ne s'intéresse pas à l'actif. Ça, c'est un débat d'experts, ça. Oui. Oui, non, mais voilà, parce que quand vous me dites moi thermo, je me dis ça suffit l'isolation thermique, mais ça suffit pas. Le thermo, c'est le. Si je me permets un petit peu de compléter ce qu'a dit Sitouzani, effectivement, la réglementation, elle existe. Elle est sortie en novembre 2014, effectivement en novembre 2015. C'est-à-dire que toute nouvelle construction doit obéir ou bien respecter la réglementation technique, les exigences techniques. Alors l'idée c'est quoi? C'est puisqu'au Maroc on ne chauffe pas mais on climatise beaucoup plus, c'est de diminuer, lorsqu'on met une isolation dans le bâtiment, on diminue la consommation énergétique si on fait fonctionner un chauffage ou bien un climatiseur. Et donc on diminue la consommation énergétique du bâtiment. Alors effectivement, nous avons travaillé sur ça, mais nous avons aussi travaillé sur l'actif. L'actif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire travailler sur tout ce qui est climatiseur, appareil de chauffage, etc. Et je peux vous dire qu'on a effectivement préparé un ensemble de mesures et d'exigences techniques qui sont actuellement en cours de validation pour sortir sous forme de décret aussi. Le décret, c'est-à-dire qu'au fait, tout nouvel équipement doit avoir au minimum des exigences en matière de performance énergétique. C'est-à-dire une efficacité énergétique minimale. Comme ça, on garantira que sur le marché national, on n'aura que des équipements efficaces en énergie. Donc c'est ça le deuxième volet. Effectivement, ça n'a pas sorti en même temps que le passif, c'est-à-dire que l'enveloppe avec l'isolation, mais il est en cours de validation. Et donc effectivement, nous tenons compte de tout cela en même temps. Et je rappelle rapidement que cette réglementation thermique, c'est pas une révolution du Maroc par rapport à ça. Ça a déjà fait par nos collègues, enfin nos voisins. En Europe, ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est effectif. En Asie, enfin, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Mais je crois que ça a été extrêmement important que cette réglementation sort et effectivement elle est sortie dans les temps et dans des délais très courts, ce qui montre effectivement l'engagement, moi je peux l'affirmer, l'engagement de l'État dans l'efficacité énergétique. Ça c'est une autre histoire. Oui, ça c'est une autre histoire, c'est souvent l'histoire des lois. Soumis à l'ami Oni, alors je ne sais pas, c'est peut-être une proposition que je vais vous faire. Je pose la question. Aujourd'hui, vous proposez, les banques vont aller sur ce créneau-là pour essayer d'encourager les démarches d'efficacité énergétique. On voit bien que les PME ont d'autres considérations. Est-ce que finalement, il n'y a pas moyen de donner des cartes de bons élèves en disant, tiens, vous avez un projet à financer, or, sans parler d'efficacité énergétique, dire, ah tiens, si vous avez une efficacité énergétique, c'est un point de scoring en plus pour avoir un crédit par ailleurs. C'est pas quelque chose aussi qui est qui pourrait être en termes de, je vous demande pas d'engagement, mais je vous demande juste, est-ce que c'est pas, si on veut vraiment pousser les entreprises à aller vers l'efficacité énergétique, c'est de les prendre au début, finalement, nouvelles entreprises, parce que là on parle d'entreprises déjà installées. Pour les nouvelles, comment justement ne pas rater le coche et de leur dire, bah tiens, commencer sur le bon pied? Aussi bien pour les nouvelles que les anciennes qui souhaitent s'engager dans la voie de l'efficacité énergétique. En fait, pour nous, en tant que banque, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise qui se préoccupe de réduire le gaspillage, d'optimiser ses paramètres, c'est une entreprise qui... C'est une garantie de bonne gouvernance. Voilà, c'est une garantie de bonne gouvernance. C'est un point de plus dans le scoring. Absolument. Et donc, ça veut dire des conditions aussi plus intéressantes sur le crédit. Et ça veut dire aussi, aujourd'hui, des frais de dossier qui sont offerts sur tous les projets d'efficacité énergétique. Donc on fait tout réellement pour encourager les entreprises. On va même jusqu'à chercher davantage de subventions à travers des bailleurs de fonds, des partenariats, pour pouvoir accompagner les PME dans cette démarche. Je pense on a beaucoup répété deux termes, que sont la formation et l'information. Ouais. L'information ne coûte pas très cher. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'organismes, dont l'ADERE, qui la dispensent. Et la formation, c'est
c'est une sensibilisation qui peut se faire dès le plus jeune âge. On n'a pas parlé non plus de la jeunesse. Oui. Et je pense que lorsqu'on répond à ces deux problématiques que sont l'information et la formation, ça veut dire qu'on éduque le consommateur qu'il soit final, tertiaire ou dans l'entreprise, le client de l'entreprise. Et quand tout à l'heure nous parlions du secteur du bâtiment, en se disant est-ce que les promoteurs vont appliquer la nouvelle réglementation même si elle ne traite que du passif, est-ce qu'on pourra trouver un système coercitif pour les obliger finalement à le respecter? Je pense que c'est avant tout, à ce stade, au consommateur que l'on doit s'adresser aussi en l'informant, en le formant. Parce que c'est de lui que viendra finalement la démarche positive pour lui-même et pour le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, on l'a dit également, que la facture énergétique du Maroc, c'est à plus de 96% de l'importation. Nous sommes donc dépendants aujourd'hui. Certes, nous avons des énergies renouvelables sur lesquelles nous investissons, mais de façon globale, nous n'avons pas d'énergie fossile. Nous sommes importateurs nets. Et pour cette raison, je dis que si nous arrivons à faire passer des messages positifs, nous parlions tout à l'heure des équipements performants, il faut qu'un ménage comprenne qu'il peut trouver sur le marché des équipements performants et qu'il laisse de côté les équipements qui ne le seraient pas, parce que c'est bénéfique pour lui, c'est économique pour lui et indirectement, ça l'est pour notre pays sur sa balance énergétique globale, ça l'est pour notre réserve de change. Il y a une vision microéconomique et macroéconomique que nous devons avoir, mais dans cet entonnoir, attaquons des deux côtés à travers les messages généraux que dispense le gouvernement, à travers les lois, les décrets qui sont en cours, mais également cette base qui passe par les formations. Vous parliez tout à l'heure, est-ce que le Maroc dispense des formations universitaires? La réponse est oui. Du nord au sud du Maroc, à l'est, vous avez un très grand nombre d'universités qui dispensent des formations sérieuses dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Par contre, est-ce que ces jeunes, aujourd'hui, ont matière, c'est-à-dire trouvent finalement un travail adapté aux compétences qu'ils ont acquises? La réponse aujourd'hui est pas encore complètement, pas tous. Finalement, je me rends compte aujourd'hui dans nos entreprises que l'on a beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler dans ce secteur parce qu'on leur a dit qu'il est porteur et parce qu'ils y croient. Mais est-ce qu'ils trouvent toujours des emplois en adéquation avec leurs compétences? La réponse est malheureusement non. Pourquoi? Parce que peut-être que grâce au système coercitif des cahiers des charges à mettre en place, peut-être que ça obligera les entreprises à finalement passer commande. On a parlé tout à l'heure des aides qui sont mises en MTS, enfin un ensemble de programmes qui sont mis en place pour que finalement le coût du financement, on parlait de 100 000 dirhams, 80% qui est pris en charge, 20 000 dirhams. Je pense que même la petite PME, encore à plus forte raison, si on lui explique qu'elle réalisera des économies, sera prête à investir ces 20 000 dirhams. Mais il faut passer commande. Finalement, ce cahier des charges, c'est un tableau de bord pour l'industriel. Tous ces conseils qu'on lui prodigue, c'est pas simple, ça n'a pas toujours un coût, on l'a dit. Il y a des choses qui sont parfois du bon sens, des choses simples à mettre en œuvre. Et non, ce n'est pas toujours un coût prohibitif et ça peut être également séquencé dans le temps. C'est une démarche qu'il va adopter. Et j'ajouterais qu'on a remarqué, nous, dans le domaine du photovoltaïque, que lorsqu'un client installe des panneaux photovoltaïques sur sa toiture, par exemple, ou sur son parking, un client entrepreneur, ça induit forcément une démarche positive dans l'entreprise. Parce que ce n'est qu'un morceau du puzzle, le photovoltaïque. Ces salariés, on parlait tout à l'heure de l'exemple des compteurs d'eau de la société à Agadir, mais l'employé qui voit des panneaux photovoltaïques, il se pose la question, il dit tiens, il y a eu du changement. Lorsqu'il voit que l'éclairage a changé, qu'on a mis du LED, par exemple, il dit tiens, il y a un changement de comportement de la direction. Lui-même l'intègre. Il se dit comment ça se fait. Lui-même fait attention. Lui-même va éteindre l'ordinateur lorsque ce sont des employés de bureau. Lui-même, au niveau de l'usine, va arrêter les machines ou va faire plus attention. Je pense que c'est vraiment aussi une porte, je le disais tout à l'heure, une porte d'entrée pour une démarche positive, globale, de développement durable au sein de l'entreprise et à toutes les échelles, dans l'entreprise mais également dans toute notre société marocaine. La technologie, son coût, j'imagine qu'il a baissé au fil du temps. On parle du photovoltaïque. Lorsqu'on voit la canopée urbaine, et on voit si à côté de toutes les paraboles qu'on a sur les toits, il y aurait est-ce qu'on a aujourd'hui mettre en place des panneaux solaires sur tous les immeubles? Est-ce qu'aujourd'hui c'est accessible? Je pense à la copropriété, aux syndics aujourd'hui. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on pourrait penser à terme dans un pays comme le nôtre, on a bien vu avec l'inauguration de la centrale Nour, quand même la plus grande centrale au monde, est-ce qu'il est concevable que dans nos villes on n'ait pas plus de panneaux solaires sur les toits qui cohabitent avec les paraboles?
Pour les panneaux solaires photovoltaïques, normalement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le stockage. Parce que vous savez, le soleil, c'est intermittent. Donc finalement, si moi je suis à la maison, je vais utiliser de l'énergie, mais si je pars le week-end, par exemple, le samedi, dimanche, cette énergie, elle est perdue. Donc normalement, je dois l'injecter dans le réseau. Et c'est pour ça qu'on attend toujours la loi pour injecter le réseau dans la basse tension. Moi, je reviendrai sur un point qui est très important. Excuse-moi, juste sur ce point, parce que j'ai un tweet qui rebondit là-dessus. Le stockage, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire d'énergie? J'ai Abdelmonaïm qui nous dit, est-ce que le Maroc pourra dans l'avenir proche être une plateforme pour exporter de l'énergie propre, solaire et éolien? À quel horizon? Alors, il nous parle d'exportation, mais là, on peut parler aussi de ce qui se passe, c'est comment redistribuer, c'est ce qui se passe d'ailleurs en France. On a, quand vous avez du solaire ou même de l'éolien, il y a des gens qui ont même une petite éolienne sur leur toit, qui ont un surplus, ils peuvent le revendre à EDF en France, ou un distributeur d'électricité. Ça aussi sont des mécanismes qui sont peut-être encore loin, mais auxquels on peut penser. C'est faisable, c'est possible, c'est possible. C'est ce qu'on appelle le net metering. C'est pas forcément vendre, mais tout simplement faire la péréquation finalement. Tout simplement, ça c'est faisable. Et le problème c'est pas ça, c'est que finalement le réseau, moi je dirais le réseau de l'ONE, finalement il faut l'arranger, ce qu'on appelle les smart grid. Il faut bien gérer ce réseau, parce que vous savez quand tout le monde, l'ONE ne le sait pas, tout le monde va injecter dans le réseau, il va être quand même, la tension va s'élever, donc ça va poser un problème. C'est pour ça que pour les industriels, on met une puissance souscrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'industriel va demander à l'ONE de lui réserver une certaine puissance. Alors, l'ONE va démarrer les centrales thermiques. Mais quand vous avez finalement, tout le monde va injecter, l'ONE ne va pas le savoir, il ne peut pas gérer le réseau. Donc il faut mettre les moyens pour ce qu'on appelle les smart grids, pour bien gérer ce réseau. Donc il y a un problème technologique, il faut mettre à niveau le réseau avant de passer à cette loi qui va permettre d'injecter à la basse tension. C'est vrai. Sur ce point-là, et justement par rapport à la question de ce téléspectateur, là on parlait de la réutilisation et de la réinjection dans le réseau, et on parle d'exportation, d'énergie propre. L'exportation, elle est toujours possible depuis longtemps. On pourrait toujours exporter de l'énergie en dehors du Maroc. Bon, ça, sur le plan technologique ou bien technique, c'est pas difficile. Mais il faudrait déjà se satisfaire en matière d'approvisionnement énergétique local. C'est ça la problématique. Moi, je voudrais effectivement, pour ce qui est des panneaux ou bien des panneaux photovoltaïques, en fait, il y a deux types de systèmes solaires. Il y a le système solaire pour la production d'électricité, c'est ce qu'a parlé Sid Souzani, on attend la basse tension, l'ouverture de la basse tension. C'est-à-dire que vous, moi, on pourrait installer un panneau solaire chez nous. L'autre, ce qui est déjà le cas, c'est les chauffe-eau solaires. Là, effectivement, il y a un travail à faire en matière de coût de chauffe-eau solaire, puisque ça reste le principal obstacle. Mais on note qu'effectivement, au Maroc, il y a beaucoup de monde qui sont conscients de l'intégration du chauffe-eau solaire dans le bâtiment. Et on voit bien sûr une augmentée d'installation de systèmes par rapport à, je vais dire, aux années 2000, mais ça reste toujours insuffisant. Moi, je sais, par rapport aux autres pays, il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de mesures pour inciter les gens effectivement à installer ces chauffe-eau solaires. Ce sont des mesures incitatives, techniques, enfin pas techniques, la technologie elle est mature, mais que ce soit des mesures incitatives effectivement qui pourront dynamiser ce secteur-là. Les équipements sont aux normes. C'est vrai qu'on parle d'équipements. On les importe, j'imagine, beaucoup de ces équipements. Est-ce qu'à terme, on pourra les fabriquer? J'imagine qu'ils sont taxés. Et j'imagine qu'il y a équipement et équipement. Il y a panneaux solaires et panneaux solaires avec des normes différentes et avec des efficacités énergétiques différentes. Ça aussi, ça joue sur le bilan finalement énergétique, que ça soit en entreprise ou que ça soit au niveau de nous, particuliers, chez nous. Bien sûr, on parle d'efficacité énergétique et de performance énergétique. Sur l'équipement même solaire, si on prend le panneau photovoltaïque, aujourd'hui, il y a... Parce qu'il y a à boire et à manger. Hein. Tout à fait. Pour un néophyte, on a l'impression qu'un panneau, c'est un panneau, mais il y a plusieurs caractéristiques. Absolument. Ouais. C'est pour ça que j'encourage les gens, néophytes, avant de se porter acquéreur de panneaux solaires, de s'assurer de la provenance, de la qualité du panneau. Quand je dis provenance, ça ne veut pas dire qu'un panneau allemand est forcément meilleur qu'un panneau chinois. Ça veut simplement dire que cela dépend de l'entité qui l'a produite. Ça demande un petit travail de recherche. Par contre, pour vous répondre au niveau des panneaux, le Maroc aujourd'hui dispose de quelques sociétés qui commencent à faire l'assemblage des panneaux solaires, c'est-à-dire que
elles achètent les cellules photovoltaïques et les assemblent pour en faire un panneau photovoltaïque. Donc ce marché commence à se mettre en place. Il n'est pas encore mature parce que le marché en lui-même n'est pas mature, mais il y a cette volonté en tout cas de le faire. Ce que l'on pourrait dire au niveau de l'intégration du photovoltaïque dans le tertiaire ou auprès des entreprises. On a dit que oui, le décret de la basse tension n'est pas sorti. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, ce qu'on appelle le net metering, c'est-à-dire le fait de renvoyer l'excédent que j'aurais produit dans le réseau, n'est pas possible. Mais avant cela, je pense qu'on peut commencer par une autoconsommation de base. C'est-à-dire que lorsque vous consommez, évidemment, vous ne consommez pas la même chose tous les jours de la semaine, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Mais vous avez toujours une part quasi incompressible de la consommation. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire des études très précises sur vos consommations électriques et de définir un niveau d'équipement en photovoltaïque. Évidemment, à ce stade, cela veut dire que nous allons répondre à peut-être 20%, 30% de votre consommation électrique et non pas 100%. Mais il serait inutile de vouloir répondre à 100% parce que on a parlé du stockage. Parce que quand je consomme en journée, ça me paraît plus logique. J'ai de la lumière, je la transforme en électricité et je la consomme automatiquement. Je n'ai pas besoin de la stocker. Le stockage nécessite un coût, une transformation, nécessite des équipements. Lorsque j'autoconsomme, finalement, je suis compétitif. Je fais réellement des économies. Donc oui, je fais des économies peut-être sur 30% de ma facture. Mais c'est une première étape. La deuxième étape sera l'ouverture du marché de la basse tension. Et là, oui, je pourrais mettre une installation plus grande. Mais ça ne veut pas dire que dès aujourd'hui, nous ne pouvons pas installer, chacun d'entre nous, dans son domicile ou dans son entreprise, une solution photovoltaïque. Oui, c'est possible avec des niveaux d'intégration qui vont de l'ordre de 20 à 50% selon le niveau de consommation incompressible. Alors j'ai un téléspectateur qui doit être un chef d'entreprise et qui nous pose la question, comment est-ce que n'importe quelle entreprise a accès à cette ligne de financement Morcef? C'est-à-dire, est-ce que c'est, encore une fois, grande entreprise, PME, il y a des critères spécifiques pour qu'une entreprise puisse aller accéder à cette ligne de financement? Il n'y a pas de critères particuliers. Il suffit effectivement d'en faire la demande dans n'importe lequel des centres d'affaires, donc et de recourir à l'assistance technique de Morcef. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que les projets qui sont financés, eux, sont limités. Le crédit et la ligne de financement qui est accordée par le Morcef est limité à 50 millions de dirhams. Donc les avantages dont on parlait, la subvention, elle sera limitée aussi à 10% ou à 15% si c'est du photovoltaïque. Et donc ça, c'est un point important. Ce qui veut pas dire pour autant que l'entreprise ne peut pas financer des projets de taille plus importante. Donc c'est possible. Ça demande des engagements. J'imagine que quand on a accès à ces lignes de financement qui viennent aussi de l'international, il y a un engagement à un moment donné. On ne prend pas l'argent, à un moment il faut rendre des comptes. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait l'audit énergétique, est-ce qu'on a mis en place les investissements nécessaires, et après, est-ce qu'on a refait un audit énergétique pour voir si ça a bien fonctionné? Absolument. D'ailleurs, les subventions qui sont accordées en fin d'investissement et à la réalisation des économies qui étaient promises en fait au départ du projet. Donc, si les promesses n'ont pas été tenues, si également, parce qu'il y a une responsabilité de l'entreprise, il suffit pas d'installer les matériels, comme on disait précédemment, il y a aussi des comportements à changer. Et donc, si tous les paramètres n'ont pas été réunis, la subvention, il faut le savoir, c'est un risque. Jusqu'à présent, on l'a pas vu, mais c'est un risque. Effectivement, on peut ne pas recevoir cette subvention. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'il faut que, pour que le projet puisse être bancable, parce qu'il n'y a pas que cet aspect de Morcef avec la subvention, etc. Il faut que ça soit un projet qui puisse rentrer dans les moyens de l'entreprise. Donc il vaut mieux peut-être à la rigueur démarrer avec des petits projets. Il y a aujourd'hui des projets qui concernent des équipements pour commencer. Ces équipements, jusqu'à 3 millions de dirhams, il y a une liste qui figure sur le site morcef.ma et qui permet effectivement, donc par rapport à ce matériel qui est homologué par
le Morcef, de pouvoir très rapidement se présenter auprès de son centre d'affaires et de prendre le crédit qui correspond à ce matériel. Après, il y a des projets accompagnés qui, eux, sont des projets plus lourds qui nécessitent effectivement une assistance technique. Et là, il va falloir recevoir des équipes du Morcef qui viennent pour comprendre et définir les contours du projet avant de se lancer. Et pour nous, en tant que banquiers, c'est important qu'on ait ces experts avec nous pour pouvoir préciser le périmètre et ne pas mettre en danger l'entreprise, parce que c'est également un engagement de notre part de l'accompagner dans son souci d'efficacité. Sitouzani, on arrive à la dernière minute de l'émission. Oui. Je vais vous demander un service, parce que c'est vrai qu'on a parlé des entreprises, on a parlé des particuliers. S'il y avait des petits gestes aujourd'hui, tout simplement, à éviter à la maison pour accroître son efficacité énergétique, je vais vous demander de dire à mon épouse pourquoi il ne faut pas laisser la porte du frigo ouverte. Parce qu'il va attraper froid. D'accord. Moi. Non, mais ce sont des petits gestes. Je prends cette anecdote, mais vous nous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire oui. rien que le frigo, le fait de laisser la porte ouverte, on imagine sur une année, sur 2 années, ce que ça peut représenter en termes de surconsommation d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses au sein des foyers qu'on peut faire? Il y a énormément de choses. Il faut informer déjà le consommateur, et c'est ça ce qui est important. Je reviens juste sur une chose qui est très importante tout à l'heure, entre 2 équipements, quand vous allez acheter 2 équipements. Il y a un climatiseur qui coûte 2000 dirhams et un autre qui coûte 5000 dirhams. Oui, il y a une La raison. question qui s'oppose, Oui. le consommateur va vous dire qu'est-ce qui va coûter le moins cher. Il faut ajouter la consommation d'une année, par exemple, avec l'amortissement. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. C'est pas la qualité qui est importante. Sinon, il y a le pouvoir d'achat, les gens ils vont pas pouvoir acheter la qualité. Il faut démontrer quel est le rapport qualité-prix, le meilleur qualité-prix. Et là, finalement, dans les entreprises, le problème, c'est que le directeur technique va commander un équipement qui est efficace, mais le service d'achat, il va demander des devis. Et quand il reçoit le devis, il n'a pas les outils, finalement, pour dire, tiens, quel est le mieux 10 ans, on va dire, et il va acheter le moins 10 ans. Et c'est ça le problème, c'est que le service d'achat au niveau des entreprises, il faut les former et les informer. Et même le service d'achat au sein des foyers, c'est la même chose. Exactement, c'est là. le même Donc comportement. comment calculer finalement les économies que vous allez faire? Et là, justement, il y a une norme ISO qui vient de sortir, c'est ce qu'on appelle l'ISO 17747. Comment calculer les économies? Et ça, c'est très important. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40. Comme d'habitude, si vous nous avez pris en route, et je vous dis à demain.